Salut Florian, merci d'être là pour parler de ton parcours et de ton travail aujourd'hui. Donc tu travailles à Dada Animation, il y a déjà eu deux autres discussions avec des personnes justement qui gèrent le studio. Et là on va parler de ton parcours et du côté un peu plus généraliste, 3D, animation, moteur temps réel, etc. Et voilà, on a plein de choses à se raconter, donc peut-être que tu peux commencer par raconter un petit peu qui tu es, comment est-ce que tu en es arrivé là, dans ton parcours. Oui, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors moi, c'est vrai que je suis on va dire un artiste généraliste temps réel, c'est comme ça qu'on m'a défini quand j'ai commencé à travailler là où je suis actuellement. Mais je suis généraliste dans l'animation au sens où j'ai expérimenté pas mal de choses un peu partout. Il y a même de l'animation stop motion et de la fabrication stop motion pour tout dire. Ouais. C'est un peu différent de mon métier aujourd'hui, j'en reparlerai après. À la base d'animation, moi j'ai commencé assez tôt, dans le sens où dès au lycée, un peu comme beaucoup de monde avec l'image, j'ai expérimenté, je connaissais pas trop l'animation, j'ai juste fait avec un appareil photo à la main et de la pâte à modeler, deux, trois choses. J'ai fait un bac communication graphique. Euh, j'ai fait 3 années de bac. Après une préparation passerelle pour aller aux Beaux-Arts. Finalement, c'est pas une direction qui m'a attiré. Je me suis dirigé plutôt vers l'Institut Saint-Geneviève, qui à Mhm. l'époque faisait un DMA, maintenant c'est DMAID, un DMA cinéma d'animation. Là, pour le coup, j'ai appris un peu plus l'animation au sens autant un petit peu de 3D, de la stop motion, de la 2D, du sable animé, de la peinture. Enfin, c'est vraiment touche à tout. Mais par manque de confiance en moi ou peut-être peur du marché du travail, je me suis dirigé en me disant je vais faire de la stop motion et de la 3D, comme ça j'aurai une double casquette. Je pourrais plus facilement rentrer dans mon travail avec les deux. Et il se trouve que je suis dirigé vers ATI, qui est à Paris 8, à l'université Paris 8, et où j'ai appris à être généraliste 3D en 3 ans. Licence 3, Master 1, Master 2. Il y avait pas mal d'occasions de travailler avec du code, avec de la VR, avec de la texture, de shading. Enfin, il y a plein de choses dans le métier de la 3D, en fait, au sens large. On a un peu de code. Il y a plein de cartes en main pour apprendre à être touche à tout. Surtout en première année. On avait pas mal de projets intensifs aussi, donc on pouvait expérimenter vraiment sur un cas concret. Et ensuite, je me suis dirigé vers toujours un stage à la fin d'année, et je me suis dirigé vers une alternance de Moving Puppet. On faisait fabriquer des marionnettes pour Disney ou pour TF1, certaines émissions. Et en fait, tout le long de mon parcours d'ATI, j'ai continué à faire de la stop motion et à fabriquer des choses, notamment un mémoire à la fin de mes études, où j'ai parlé de la mixité technique entre les deux et les Mhm. ponts qu'il peut y avoir entre artisanat et 3D. Et donc, c'est là où je suis un peu plus intéressé à tout ce qui est rendu temps réel, parce que j'ai un peu patient sur le rendu calculé. Donc là, le rendu temps réel, en fait, c'est un moteur de jeu vidéo pour faire du rendu d'image. C'est un peu différent de ce qu'on appelle le rendu précalculé, qui est Mhm. vraiment, il faut attendre beaucoup plus longtemps à calculer l'image, parce que c'est pas le même composant ordinateur qui travaille. Et donc, je suis dirigé vers ça parce que ça permettait d'imaginer pourquoi pas un jeu vidéo au style stop motion. Et en me spécialisant là-dessus, j'ai appris à faire de la photogrammétrie notamment, à numériser la partie de photographie ou scanner des objets que je fabriquais et les numériser pour les avoir en 3D et les animer en 3D, mais avec un look stop motion parce que forcément ils étaient plus original. Bah, Donc surtout que ça voilà, moi c'est un j'ai truc vraiment qui a de plus en plus, enfin, tu parles de photogrammétrie, tout ça, donc c'est des choses qui se démocratisent aussi maintenant parce qu'on peut le faire beaucoup plus facilement qu'avant. Mais finalement, c'est comme ça que ça marchait aussi dans les studios 3D, même début 2000, etc. Si je me trompe pas, le côté faire des sculptures, on les scanne, et ensuite on part de ça pour faire les modélisations, des choses comme ça. C'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus simple à faire, et on peut trouver facilement comment utiliser les outils, même avec un téléphone, on peut faire des trucs incroyables maintenant et tout ça. Donc toi, tu as vraiment ce côté mélange artisanat, comme tu dis, et ensuite création numérique par-dessus, donc vraiment le côté hybride de tout ça, quoi. c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je me concentre surtout sur mon travail de rendre une belle image. Enfin, je me spécialise techniquement sur des logiciels de rendu temps réel pour avoir une belle image artistique et technique pour ressembler à stop motion. Donc là, je suis plus dans un studio où je travaille, donc c'est la Dada Animation. Pas peut-être en détail, mais je suis un peu touche à tout aussi parce qu'on a un petit studio. Du coup, j'ai l'occasion de faire de la recherche aussi graphique, artistique, et qui fait une boucle avec souvent les réalisateurs, réalisatrices qui s'inspirent des recherches pour après refaire des projets. Et voilà, on fait des ping-pong comme ça, et c'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de rester aussi dans mon travail, de m'actualiser Ouais. sur ce qui peut se faire techniquement. Parce que c'est vrai que ça bouge très vite en ce moment, surtout avec les questions des IA et tout ça. Avec la photogrammétrie, ça devient accessible, notamment avec des applications comme Polycam. Ils en ont parlé à des cours il y a pas longtemps. Mm. Et il y a beaucoup de choses qui sont de plus en plus adaptées au marché, avec les automatisations et tout ça. Et super intéressant. Maintenant, en production, ça reste toujours du travail technique. Ouais. C'est
Et je crois que tu voulais partager un peu quelques travaux que tu as fait. Bon, j'ai vraiment rapidement montré ma bande démo, mais c'est pour un peu mélanger, pour expliquer un peu tout le mélange que je peux faire. Mhm. Notamment la partie la Unity, où j'ai fait un projet avant même Pradada, où c'était un mélange de plein de techniques. J'avais scanné des marionnettes que j'ai fabriquées, on l'a rendu dans Unity. Bon, aujourd'hui, c'est un peu vieilli, on va pas se mentir, surtout avec mes compétences actuelles, avec du recul, Ouais. j'aurais fait autrement. Mais au moins, j'avais la base de fabriquer des personnages, les animer avec des rigs automatiques sur Internet. Et comme c'est pas ma spécialité, grâce à ATI, j'ai eu pas mal de petits pour me débrouiller et de compenser mes lacunes techniques. Et du coup, c'était intéressant pour ça d'ailleurs. Ça me permet de faire des projets comme là, le Caramou, dont on parlera un peu plus tard, Mhm. où c'était avoir des ateliers, c'est en gros une séquence animée pendant 10 secondes, et il faut faire des belles images, enfin des images le plus rapidement possible, et d'expérimenter, voilà, scanner des maisons de poupées, scanner des sculptures existantes, même des fruits, voilà, c'est des expérimentations comme ça. Et, euh, et donc, je voulais même essayer d'expérimenter un maximum à ce niveau-là sur la photogrammétrie à l'époque. Je me demandais le mot à commencer à vieillir. Aujourd'hui, je suis très spécialisé rendu, Ouais. VFX, Unity et tout ça. Donc, c'est encore un autre métier. Mais je garde encore cette casquette de côté parce que j'organise des ateliers d'animation avec mon association, par le public sur ce technique-là. C'est des choses que tu as appris en les faisant ou t'as vraiment eu des, on va dire, des cours techniques sur ces outils-là? Parce que vu qu'il y a aussi des nouveaux outils, tout ça, tu dois apprendre tout seul. Donc il y a un peu cette capacité que tu dois avoir à t'adapter et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu là-dessus? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup l'occasion, bah, justement avec ATI, par exemple, alors même à Sainte-Geneviève avant, hein, mais surtout à ATI, on avait grâce aux mémoires et au fait d'avoir développé sur une année complète, grâce à une alternance ou un stage et notre mémoire, on pouvait vraiment pousser une réflexion technique artistique à fond. Et donc, on avait vraiment un gros terrain créatif et de réflexion artistique et technique. Moi, j'ai appris, même si on avait un cours ou un intervenant qui nous a un peu donné des notions sur la photogrammétrie, c'est en faisant que j'ai appris, en regardant beaucoup Ouais. de tutos, regarde beaucoup de... Parce que je faisais des logiciels et leur documentation, je me suis cassé un peu les dents, comme tout le monde, et c'est justement grâce à mon mémoire où j'ai eu un peu plus de temps, du coup, parce que je me suis... le principe, c'est de faire la recherche aussi, de montrer si on pouvait faire plusieurs façons, avec plusieurs techniques différentes, avoir un même résultat, au contraire, comment avoir des résultats différents avec une même technique, et de pouvoir penser un peu en arborescence, différentes manières de penser le monde du travail, le différents métiers, et surtout essayer de trouver sa place, en se vendre aussi plus tard dans le... Ouais. Ça, c'est plus la partie quand j'étais étudiant. Maintenant, quand je suis entrepreneur professionnel, c'est vrai que j'ai tendance à faire des projets avec des amis, bon, des mini-productions. On se dit, voilà, on fait une séquence de 10 secondes ou une belle image animée, très simple, ou au contraire, on se fait des séquences animées de A à Z. Et en plus, justement, grâce à toutes les ressources qu'on a en ligne, on peut compenser encore une fois ce qu'on n'a pas comme compétences. Ouais. C'est encore une fois au rig. Moi, j'utilise Mixamo, qui permet des rigs très simples, mais pas du tout exploitables dans les grosses productions, bien entendu. Mais à petite échelle, une petite équipe, 2 ou 3 personnes maximum, c'est vrai que c'est pas mal, ça dépanne pas mal. Donc voilà, c'est surtout comme ça que... Et à quel point ça a joué dans le... Parce que je sais pas si Dada Animation est ton premier emploi après les études, mais à quel point ça a joué justement ce côté bande démo très riche avec différentes techniques et tout ça pour pouvoir trouver un travail. L'argument, quand ça fait 3 ans que je suis à Dada, même 4 ans, l'argument qui a été donné partagé quand ils ont voulu accepter ma candidature et surtout m'accepter dans l'équipe, c'était que j'avais pas peur de prendre des risques, que j'avais expérimenté des choses qui sont peu utilisées dans cette production, voire même Ouais. détourner les outils. Une fois qu'on maîtrise, c'est souvent comme ça qu'on fait ça, on fait des tutoriels. Et après, on détourne un peu le tutoriel, on les fusionne entre eux, et c'est là où on commence à se dire, ah tiens, et si je faisais comme ci, comme ça, je débranchais un Mm. truc par-ci, je brancher par là, je le fais à l'envers, j'adapte à mon style tout simplement. Et en fait, c'est comme ça que je me suis un peu détaché pour un petit studio, parce que forcément, être généraliste, quand tu as un petit studio, c'est plus sympa pour être flexible, parce que forcément, Ouais. quand un studio se lance, il faut avoir plusieurs casquettes pour pouvoir switcher en début de production, milieu de production, fin de production, et puis faire ping-pong entre plusieurs productions en même temps, avec des styles différents, avec des métiers différents, et des attentes différentes, parce que data animation, c'est aussi de la réalité virtuelle, c'est l'interactivité, mais c'est aussi de l'animation pure, ou au contraire très 2D, très 3D. Ouais, il y a vraiment C'est beaucoup de projets très variés. C'est une des particularités, je trouve, c'est qu'à la fois, il y a il peut y avoir juste de la série animée classique, on va dire, et des choses beaucoup plus expérience, application, en réalité augmentée, des choses comme ça. Enfin,
savais que tu dois avoir, même au quotidien, plein de trucs différents. Comme tu dis, tu passes d'un projet à un autre. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un petit peu des différents projets sur lesquels tu as déjà travaillé ou tu travailles? Et à quel point c'est, comment dire, une gymnastique aussi de passer d'un truc à un autre, comme ça, quoi. Donc là, par exemple, on a plusieurs productions qui sont en développement ou au contraire en attente de feu vert, on va dire. Là, c'est la partie de production pure, c'est-à-dire vraiment au dépôt de dossier. Certaines productions sont encore en phase de recherche graphique, d'autres sont déjà passées à la cave du teaser, et d'autres sont dans l'épisode de pilote, Ouais. en fonction des domaines. Par exemple, PIF, ici, PIF et Hercule, on a déjà un épisode pilote, et si tout va bien, dans les prochains mois, on devrait pouvoir faire la série complète. Donc, le projet, c'est PIF, donc on connaît bien la licence PIF, qui a été du coup peut être très adaptée pour parler d'écologie et sensibiliser les enfants et les plus grands à l'écologie. Donc ça va être beaucoup de rendus sur Unity et des intégrations dans des documentaires existants, prise de vue réelle. Donc il y a vraiment un mélange les deux. Une série qui est plutôt Recyclopia. Pareil, on a un petit leader. Là, c'est pareil, ça parle justement du recyclage, encore une fois, avec des personnages qui pourraient s'emboîter entre eux, se recycler à partir d'objets différents. Et donc ça parle aussi un peu de la sensibilité sur le fait de ne pas gâcher dans un monde futuriste où les humains, bien sûr, j'imagine, où l'actualité, les robots deviennent plus indépendants. C'est un petit scénario mignon pour parler de pas forcément très drôle. Pif aussi qui devient de plus en plus proche de l'interactivité. Donc là, on a l'exemple tout simple, mais avec Hangar, on avait la partie explication. Donc là, c'est pas la partie série animée, mais c'est plutôt la partie d'autres formes d'animation dans l'espace public. Mais aussi, justement, quand on parle de jeu, en fait, il y a le jeu, mais il y a aussi par exemple des expériences VR pour sensibiliser à certains sujets pour l'entreprise. Il peut y avoir des applications, par exemple, là, en ce moment, sans trop développer parce que je ne sais pas à quel point je peux en parler, dans les timings, on va faire un travail pour un événement très important. Et le but, c'est de sensibiliser certaines personnes du métier en ayant une petite interactivité avec une application et un petit jeu. Et on va les faire, on va lancer des animations en collaboration avec un studio qui va faire l'interactivité, plus spécialiste. Et du coup, ça va être vraiment ce côté ping-pong. Voilà. Après, on a aussi sur la case de documentaire qui est en ce moment en développement, enfin même qui est d'ailleurs en production. Trois épisodes de 1 heure de documentaire animé, dont la moitié du documentaire sera animé. Donc, ça fait quand même 1 heure et demie de. Ouais, c'est un long métrage à produire. On l'avait un peu plus développé dans la vidéo avec Quentin, mais c'est un projet très, très ambitieux aussi dans son rendu graphique, parce qu'il y a tout un travail d'archives et tout, de reconstitution. Donc c'est un truc énorme. Je ne m'attarde pas trop dessus parce que je pense que Quentin a eu beaucoup de détails, surtout comme il s'occupe du laboratoire. Voilà. Donc après, sans aller au bout du sujet, toutes les productions, mais c'est vrai que le plus gros projet depuis le début de la production de Dada, c'est les ouf. Ouais. Et le laboratoire vivant et production en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est aujourd'hui à la saison 19, et en fait, chaque saison a son lot d'expérimentation. Par exemple, là, on avait expérimenté la fourrure sur les personnages, mais aussi des effets spéciaux dans Unity directement, et pas juste au compositing. De plus en plus, en tant que petite structure, on archive, on a une sorte de petite banque d'effets spéciaux, de techniques, d'outils qu'on découvre grâce au laboratoire. Et donc, je fais partie parce que forcément, étant sur Unity, et on se poser des questions de à quel moment on fait tel ou tel métier. Est-ce qu'un effet spécial est intéressant de faire dans un autre logiciel ou qu'on tout regrouper? Et donc là, ça sert à ça. Donc les oufs sont vraiment cette expérimentation. On fait beaucoup de décors différents, du set dressing, c'est-à-dire peindre des éléments dans le décor, différents types de rendus, de jour, de nuit, dans l'espace, sous terre, enfin bon, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment le terrain avec TF1, grâce à TF1, qui permet de proposer des nouvelles manières d'animer, des nouveaux décors, des nouvelles expériences. Voilà. Qui du coup retranscrit pour d'autres productions et qui peuvent inspirer d'autres productions. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tout à l'heure, en faisant des tests, on se rend compte, tiens, on peut faire des poils dans Unity. Est-ce que ça vaut le coup de peut-être tester PIF avec des poils, par exemple parce que PIF a des poils. Après, on se rend compte des fois certaines compensations techniques. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça répond aux attentes graphiques et artistiques? Ça, c'est un autre sujet, mais du coup, ça va faire des propositions. On n'est pas limité par la technologie si on expérimente avant. Voilà. En tout cas, la partie temps réel, Unity et tout ça permet de dériver plus facilement, parce que ton personnage, il sera pareil, qu'il soit dans une application, dans une série ou quoi, ce sera le même moteur, etc. Donc ça crée une uniformisation aussi
d'une même œuvre dérivée sur plein de médiums, quoi. C'est ça qui est chouette Exactement. aussi. Et même si c'est pas moi qui est beaucoup intéressé, mais il y a aussi un travail en ce moment sur un projet qui s'appelle Monstre au Tableau, qui a été réalisé en réalité virtuelle sur Quill. Ouais. Euh, et donc là, c'est vraiment un autre système un peu varié stop motion, mais en réalité virtuelle. Ça hérite encore en développement. Et comme beaucoup de projets en général, il faut que ça vive dans le temps. Ouais. Et voilà, c'est super intéressant parce que du coup, ça permet de repenser la manière d'animer, la manière de rendre l'image et aussi l'expérience, parce que forcément, comme ça aurait été virtuel, on peut imaginer faire une application qui va interagir directement dans le logiciel dans lequel ça a été fabriqué. C'est ça qui est intéressant. Ouais, Donc voilà, clairement. le genre d'expérience ou de Adada que je réalise. Donc je suis surtout en fin de chaîne, Ouais. donc vraiment la lumière, le rendu et le compositing. Mais de plus en plus, forcément, il y a la partie recherche et développement où je fais des recherches graphiques à fonction des besoins et des attentes partie réalisation. Par exemple, je peux te montrer un projet qui a été réalisé dont Ouais. on travaille en ce moment. Alors, on l'appelle teaser. Et en gros, c'est un gros travail sur le logo, notamment, avec des bateaux, beaucoup de trimarans et de catamarans qui font la course dans un monde un peu futuriste mais proche. Mm. Et l'idée, c'est qu'il y ait une intégration 2D, DFX, parce qu'on se rendait compte que dans Unity, on pouvait faire des FX dans Unity, mais ça demandait beaucoup plus de temps d'installation et parfois, certaines choses étaient au shot à l'image. C'était pas intéressant de mettre beaucoup de temps à la technique, alors qu'en quelques crayons, on peut se rendre Ouais. très rapidement compte de ce que ça rendait. Le côté Unity, donc si je comprends bien, c'est une sorte d'agrégateur de plein de choses. On va faire les choses ailleurs, et ensuite on va les mettre ensemble, et à ce moment-là, on les place dans une sorte de modèle comme une maquette, et ensuite on va rajouter tous les éléments. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a le côté plus 3D qui rentre en jeu, mais on peut très bien apporter des séquences d'images à plat, on va dire, qu'on place comme on veut, etc., j'imagine. Par exemple, je vais te montrer scène. Donc là, c'est Lady Liberty, c'est la scène de réalité virtuelle. Alors, par exemple, ici, on a notre personnage de Bartholdi qui explique la fabrication de la Statue de la Liberté. Victor Hugo, ici même. C'est une expérience VR. Mm. Et voilà, c'est l'explication vraiment de la scène fabrication de l'atelier de Bartholdi. Et donc, on a vraiment le système de timeline classique de 3D. Et moi, concrètement, je ne fais qu'importer les animations qui ont été faites dans Maya, qui ont été validées en amont par le réalisateur. Ouais. Et c'est c'est ça qui permet de gagner du temps aussi, parce qu'on ne va pas commencer à faire l'image finale avant d'avoir validé des étapes avant. Bien souvent, dans Maya, il y a des outils qui sont plus rapides pour faire une prévisualisation et valider avec la réalisation. Surtout qu'au sein de l'équipe, il y a des seniors qui savent très bien. Il ne faut pas s'attendre à avoir une image finale définitive, et c'est souvent ça qui est compliqué quand on a un dialogue avec des personnes qui font de l'animation, mais pas de la même technique. Notamment des personnes dans stop motion et qui intègrent de plus en plus la 3D et vice-versa. Les métiers sont... on est dans l'animation, mais c'est vraiment pas la même notion de travail de l'image. Alors, en stop Ouais. motion, par exemple, on va voir l'image très rapidement. L'animation prend plus de temps. On va beaucoup prendre de temps à la fabriquer, donc l'objet va se finir très rapidement, alors que là, on fait de la 3D. On va avoir d'abord la modélisation, puis ensuite la texture, puis ensuite le shading, puis ensuite la lumière qui va être en valeur. Il y a toute la notion aussi, j'imagine, de pipeline qui rentre en jeu de ton côté, de comment on fait en sorte de récupérer les bons formats, les choses comme ça pour importer, même si c'est de plus en plus universalisé, j'imagine, d'importer les objets 3D c'est un peu animés, des accessible. choses comme ça. Et après, l'avantage qu'on a dans le temps réel, c'est que forcément, c'est pour des jeux vidéo, donc en fait, on a clairement une. Alors, c'est un avantage et un inconvénient, qu'en fait, on peut avoir des curseurs partout. Et du coup, Ouais. faut savoir à quel moment on se dit, on va s'arrêter là, on va plutôt scinder les choses et déterminer vraiment tel ou tel métier. Ça, c'est mon travail en ce moment, justement, c'est on commence à grossir l'équipe gentiment. C'est avec des développeurs, créer des outils d'automatisation d'installation de l'animation pour gagner du temps sur la partie artistique, mais Ouais. surtout déterminer à quel moment une personne va installer la scène de technique, la personne qui va s'occuper de la lumière, la personne qui va s'occuper du rendu, et là où on a une petite structure, forcément on a un peu touche à tout, et c'est plus des artistes qui sont répartis dans des productions. Là, j'essaie avec l'équipe de repenser plutôt, si on a un gros volume, comment déterminer des postes et des métiers vraiment définis dans l'animation, mais sur des logiciels comme celui-ci. Il y a de tout en fait dedans. On peut faire vraiment une image très rapidement belle. Et parfois, même avec trop de paramètres, on peut perdre de recul sur ce qu'on veut raconter comme histoire et comme émotion ou comme intention en fait. Ouais. Du coup, c'est vraiment ça qui peut jouer. Par exemple, là, je vais vous montrer, je commence à charger une scène des ouf. Un peu un cas typique de
de pouvoir changer en temps réel plein de choses. Alors, c'est un vieux projet, donc ne tenez pas compte de toute la nomenclature. Saison 4 déjà. Aujourd'hui, on a une nouvelle façon de faire. Mais par exemple, si on change un peu le post-processing, donc je vais montrer la scène. Donc là, par exemple, l'avantage, c'est que par rapport au précalculé, là, je suis en train de rendre du 2K, voire même du 4K. On a vraiment à appuyer sur play, on a le rendu 4K de notre projet. Donc c'est vraiment comme un jeu. Alors après, bien sûr, on va cumuler des données, plus ça va être long. Mais par rapport à des précalculés qui peuvent prendre 1 minute 30, dans un projet intensif étudiant, je sais que c'était entre 30 secondes et 1 minute 30 l'image, 25 images par seconde. On faisait plein de nuits blanches en fin de projet. Là, c'est plutôt dans la multiversion et on peut vraiment faire ping-pong avec le réalisateur. J'ai parfois Jérôme Mouscadet qui a mon épaule et qui me dit oui, change ci, change ça, moins de température, tiens, bouge-moi cet objet, je l'aime pas, retire-le. Et en 3 clics, on voit l'image finale, je fais un rendu et puis on peut faire rapidement un petit état des lieux et faire un ping-pong rapide avec le client, notamment en l'occurrence TF1 qui ont, par exemple, par semaine, on peut donner 3 épisodes par semaine, environ 1 minute. Il y a un bon flux quand même, sachant que c'est l'épisode final, pratiquement une saison de 12 épisodes et ça fait à peu près presque 12 minutes. Tous les mois. Moi, de mon côté, métier, en un mois, on a sorti 12 épisodes, quoi. C'est pas mal. Ce qui fait 12 minutes en un mois, ça paraît pas beaucoup parce que l'animation, ça peut être un peu flou en termes d'énergie. Et c'est assez important. Et voilà. Ah oui, quand même. Et est-ce que tu ressens des... comment dire? Est-ce que tu as déjà travaillé sur de la 3D plus classique, donc précalculée? Est-ce que tu ressens des limitations de... on peut pas rendre, par exemple, des lumières aussi complexes en temps réel, des textures aussi fournies ou des choses comme ça? Est-ce que tu ressens un peu des limites là-dessus? Alors moi, les limites que je trouve, c'est que en fait, on repense en fait les curseurs au maximum qu'on avait dans le précalculé. C'est-à-dire que si on voulait une image avec des réflexions de partout, des lumières qui pètent de partout, et tout ça, si on a une forme de rendu, quelque chose qui calcule en moins, dans un serveur, on s'en fiche. Bon, ça prendra peut-être une journée complète, mais au moins, ce sera calculé, on peut monter à fond. Là, parfois, je pense que quand tu as peut-être donné j'aime bien cette comparaison, c'est là où on voudrait faire du 11 sur 10 avec Unity, on ne peut pas. On peut faire du 7 sur 10 en termes de pousser des potards. On ne peut pas demander à la machine plus qu'elle ne peut. Alors, c'est pas une composante de travail, surtout la carte graphique, mais la carte graphique doit être suivie par la carte mère et tous les composants, donc ça demande aussi une machine en fait qui est plutôt puissante. Après, on a beaucoup d'avantages, notamment ce fait de faire ping-pong. Et comme tu dis, au niveau des lumières et des ombres, on peut avoir encore quelques ressentis d'effets jeux vidéo. Ça tend à se perdre de plus en plus avec tout ce qui est question de ray tracing, une nouvelle manière de capturer la lumière, prendre le rayon, ça tape l'objet, ça revient à la caméra. Et puis le même travail d'optimisation, parce que ça demande beaucoup plus de ressources aussi, bien sûr. Et on a de moins en moins de problèmes de cet effet d'ombre qui peut être un peu découpé. Parfois, dans le jeu vidéo, on a de l'optimisation où en fait, on va avoir un décor au-dessous de la végétation, on appelle des LOD, des Level of Detail, c'est des différents niveaux de qualité d'objet 3D. Et en fonction de la distance, en fait, c'est un peu comme un vieux jeu vidéo de PS1, on voit la montagne qui apparaît, qui pop. Maintenant, c'est plus subtil, donc on peut faire de plus en plus de qualités différentes. Et dans le jeu vidéo et dans les scènes comme ça, on a tendance à les retirer en animation. On s'en fiche de ça, en fait. On va avoir une image de qualité partout et on veut que ce soit crédible en termes de proposition. Parfois, juste une balle en fond de plan, même si elle n'est pas très travaillée, mais avec au moins une texture de qualité, c'est cohérent dans l'image, dans le décor. C'est pas le sujet principal, mais ça crée de poids et de la cohérence dans l'environnement. Et du coup, c'est moins optimisé parce que nous, on ne pousse pas ce côté ce qui est loin, on s'en fiche. On a envie si on veut changer d'un décor, pas de qualité partout pareil, et comme ça, on pourra changer de caméra avec un seul même décor au besoin dans la série et dans le projet. Et pour tout ce qui est lumière, est-ce que tu as des trucs à te dire dessus et est-ce que tu as comment est-ce que tu apprends à gérer la lumière? Est-ce que tu observes d'autres scènes en 3D pour comprendre comment ça marche? Est-ce que tu observes aussi des scènes sur des tournages réels pour comprendre un peu comment faire rebondir les choses correctement, ou c'est vraiment en essayant petit à petit que tu trouves les solutions? Au début, j'étais plutôt petit à petit et on verra bien, mais je me suis rendu compte que c'était un peu limitant, notamment parce que j'avais pas forcément autant l'œil en tant que junior. Donc je m'étais un peu trop dans l'instinct et c'était souvent un peu décevant par rapport aux références que j'avais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai besoin de plus de direction artistique. Et c'est là où on a vu aussi au sein du studio, c'est aussi un dialogue qu'il y a avec l'équipe, avoir une direction artistique forte, avec, même si c'est des références pointues, et avoir une intention certaine. Par exemple, là, Brocéliande, c'était des intentions de référence de photos
voilà, de Brocéliande, quoi. C'est vraiment typiquement irlandais ou j'en sais rien, des décors avec beaucoup de fog, beaucoup d'effets un peu humides, très, très, avec des spots lumineux très, voilà. Je sais pas comment expliquer, mais on va Ouais. voir un peu attention. Fougères et autres éléments de décor. Et du coup, cette intention, ça a été rapide à prendre en main parce que forcément, c'était plus la base technique où j'ai appris à faire des cailloux, l'intégrer correctement, avoir un même modèle mais pas le copier à la main, optimiser pour que ce soit un modèle qui est une sorte d'alias que des préfabs, c'est-à-dire que on a une seule source, mais elle est dupliquée à plusieurs endroits, mais ça reste une seule source Ouais. en référence. Et du coup, j'ai appris surtout pour ce genre de scène à penser, grâce à mes collègues aussi, parce que j'ai pas mal Alex Détour qui a travaillé à plusieurs studios, à comprendre comment fonctionne le set dressing avec les plantes. Que c'est pas juste peindre dans l'espace comme ça au hasard, c'est plutôt il y avoir une logique au niveau de la nature. Par exemple, il va y avoir un gros arbre et forcément il va y avoir des plantes un peu plus hautes en dessous qui vont protéger la lumière et c'est un contexte. Des fougères vont être pas besoin de lumière forcément, alors qu'au contraire certains gazons et certaines plantes oui. Il faut une cohérence en termes de lumière et d'environnement, surtout pour les extérieurs. Pour les intérieurs, au contraire, ça va te dire est-ce que la fenêtre va illuminer le personnage? Mais si on a la caméra qui est là-bas, est-ce que ce serait pas intéressant de tricher, de mettre une lumière juste sur le personnage, de le découper? Et est-ce qu'on le découpe avec une lumière blanche ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt bleu? Mais si c'est un personnage qui est plutôt chaud, est-ce que ça raconte aussi la même chose? Est-ce que c'est pas un peu ambiance horreur? Donc en fonction de l'ambiance qu'on veut rajouter, est-ce que c'est chaleureux? Est-ce que c'est de nuit? Bah forcément adapté. Et on va se faire une petite banque aussi de références. De plus en plus, on a toujours un dossier comme ça de plans qui servent de référence pour d'autres épisodes. Des ouf peut-être un peu moins parce que c'est un peu plus dans le flux et qu'on a un décor avec la lumière déjà intégrée. Une fois qu'elle est validée, on est censé penser le décor comme une lumière le plus neutre possible pour qu'elle soit passe-partout. Donc il y a moins d'intention artistique forte, on va pas se mentir sur les ouf, parce que les personnages on va faire un peu 3D mais 2D, enfin c'est mal assumé mais c'est entre les deux. Donc on peut pouvoir intégrer la 2D, donc il faut qu'une lumière soit assez facile à switcher d'un décor à un autre. Les passages peuvent changer de décor aussi au sein de certains clips d'animation. Ils peuvent incruster dans des plus de vues réelles. Donc la lumière soit pas trop intentionnelle, mais ça passe partout et que les couleurs des personnages soient toujours la plus cohérente possible. Si on met une lumière plutôt chaude, forcément les rouges vont être différents, mais plus orangés. Le vert va tendance à être aussi vachement chaud. Et le bleu va devenir vert. Donc en fait, c'est aussi un choix à ce niveau-là. Donc voilà, si je peux donner des conseils, c'est surtout de penser en silhouette l'image et moi j'ai fait souvent l'erreur de mettre trop de lumière rapidement. Déjà même parce que l'outil le permettait en fait. Pas de lumière c'est bien, on en met partout. Et le logiciel il pouvait le supporter donc allons-y. D'ailleurs je crois que cette scène si je dis pas de bêtises, alors c'est un mauvais exemple parce qu'il y a forcément des spots riches pour aller faire un peu de volumétrie, mais il y avait des lumières un peu partout. Donc là c'est un vieux projet et je ne ferai plus jamais ça aujourd'hui. Bon déjà on passe le fait que ce soit pas renommé. C'est un effet un peu démo mais c'est à ne pas faire. Oui. On va se mentir. Mais il y avait vraiment des directional light, il y avait des spotlights, il y avait des direct light, il y avait plein de types de lumière. C'est des plans sur des points lumineux. Et parfois, il vaut mieux faire une lumière forte. Il y a vraiment ce qu'on appelle la key light. C'est vraiment la lumière solaire. Même si c'est à l'intérieur, il faut toujours une lumière qui donne l'attention. La lumière principale. Ensuite, on a toujours ce qu'on appelle une field light. C'est la lumière qui va plutôt déboucher la key light, c'est-à-dire qui va être moins puissante, mais qui va quand même retirer les noirs de l'autre côté de la key light. Et ensuite, on a une ring light souvent qui détourne le personnage du fond. Ça va être une lumière qui est très puissante, mais qui va être derrière le personnage, un peu de trois quarts, qui va souvent, un peu comme moi actuellement d'ailleurs. En gros, j'ai ma key light qui est là. La field light, c'est ce qui va compléter l'ensemble, et la ring light, c'est ce qui va dessiner la silhouette de mon visage. Même si les deux sont plutôt proches en termes d'intensité, on est plutôt sur des intentions comme ça. Et ça va raconter vraiment beaucoup de choses. C'est que moi, j'ai montré l'exemple de Trimaros. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment, si je vais fier sur ça, c'est le fait de penser silhouette. Est-ce que tu as un layout 3D, une prévise avant? Est-ce que tu as du concept art avant pour te servir de référence vraiment direction artistique? Typiquement, là, par exemple, là, c'est en 2D, c'était vraiment le trait très défini du contour avec une lumière très chaleureuse et des plis très marqués dans la texture, mais on réfléchissait à faire peut-être un rendu 2D, vraiment très 2D avec ce qu'on appelle du toon shading. Oui. Ça a été un petit peu abrogé parce qu'en fait, on avait plein d'autres questions techniques sur l'eau. Et du coup, le rendu de l'eau dans Unity, qui avec des nouveaux systèmes très réalistes, très poussés et avec beaucoup de paramètres, le rendu 2D, parfois, en fait, c'est tellement poussé à l'extrême que
refaire le tri pour faire quelque chose de plus simplifié, c'est compliqué. Mm. Il faut Oui. pouvoir piocher aux bons endroits, aux bons éléments. Et donc, moi, j'ai besoin de références de toute façon pour travailler. Là, l'avantage, c'est que j'ai eu une grosse direction artistique avec Renaud Younes sur ce projet-là, où il était vraiment à mon épaule, et puis parfois, il mettait même la main à la pâte, alors qu'il n'avait jamais utilisé Unity. Parce que c'est facile d'utilisation, hein, on prend une lumière et faire un pivot et je prends la densité. C'est assez simple. Et du coup, on avait vraiment un ping-pong entre ces références 2D, les color scripts, donc c'était vraiment des traces de couleurs dans l'image, les ombrer, et ce qu'on avait dans la scène. Et justement, comme ce ping-pong était rapide, c'était intéressant. Ensuite, en termes d'animation, j'ai toujours un blast d'animation. C'est une animation très rapide sortie de Maya, en très mauvaise qualité, hein, je crois que c'est 2080. Et on est souvent avec Shotgun, enfin Shotgrid maintenant, qui permet de suivre aussi la production pour les producteurs et pour les développeurs, d'avoir un suite pipeline, de voir un peu les versions, si c'est en WIP, si c'est en release, si c'est bon, on peut passer à l'étape suivante ou pas. Et en fonction des étapes, moi, je peux être plus ou moins en amont ou en aval du projet. Parfois, on fait souvent des plans crash test. D'ailleurs, là, en ce moment, pour le documentaire, on fait des plans expérience, on verra bien jusqu'à quel point on peut la pousser. J'ai eu l'extrême inverse où on avait fait un projet qui s'appelle Des questions qui font mouche. Et en fait, c'était avec Charlie Winder, une bonne man show, et qui voulait parler aux startups, à des quarantenaires. Et du coup, il y avait un format très rapide, une minute, où il avait une question d'un internaute, et c'était Train 2D, une puppet 2D. On l'avait fait avec Character Animator de Adobe à l'époque. Et en fait, quand j'ai fait du laboratoire, c'était très rapide, très efficace. J'ai fait des personnages, je me suis pris moi-même sur fond vert, j'ai fait coucou, changé la tête, bougé la tête, puppet un peu comme Dwick ou 2D, quoi. Et une fois mis en production, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de ressources, qu'il fallait simplifier de l'animation, simplifier la quantité de modèles. Et du coup, ça a été une contrainte et aussi un avantage, parce que créé grâce à la contrainte. Et du coup, ça aussi a été une contrainte pour la mise en scène. Et en même temps, ça permet de simplifier aussi la mise en scène. C'est pas que du négatif, c'est aussi ça permet d'être plus efficace, d'avoir une meilleure traçabilité du projet, surtout que c'était plusieurs épisodes de minutes, donc forcément, il n'y avait pas des retours avec les épisodes précédents. L'heure se chevauchait. Du coup, le temps d'avoir un retour artistique, d'autres épisodes étaient déjà lancés. Du coup, il y avait vraiment un flux comme ça. Et il fallait maqueter le plus tôt possible et être sûr que ça fonctionne. Parce que sinon, techniquement, si on est pas que ça peut être une belle image, mais si elle n'est pas animée jusqu'au bout pour qu'on voit si ça fonctionne, c'est pas pareil. Moi, je peux faire des très belles images sur Unity, mais animer, ça rend pas pareil. Il y a un truc que je me demandais aussi vraiment par rapport à ton travail en général, comment ça se passe un peu de passer d'un projet à un autre. Est-ce que dans la même semaine, tu travailles sur plein de trucs différents? Est-ce que c'est un peu plus structuré que ça et qu'en fait, tu es sur un seul projet pendant X temps et ensuite tu passes à un autre? Comment ça fonctionne là-dessus? Alors, on a des périodes où on a un gros projet qui nous demande beaucoup d'énergie, notamment le teaser de Trimaros, qui nous a demandé d'être concentré avec une grosse phase de laboratoire. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur l'eau, travail sur cet effet rendu 2D, mais finalement qu'on n'a pas gardé parce que j'ai fait des comparaisons avec plein d'effets, avec le contour noir. On se rendait compte avec le moteur de jeu que les contours noirs, en fait, ça avait tendance à grignoter un petit peu, un peu l'anti-aliasing et l'aliasing. Ça avait tendance à rencontrer une distance de caméra, à faire des lignes au loin et ça perturbait l'image. Donc, j'ai pas trouvé tous les curseurs qui étaient idéaux pour correspondre avec l'intention artistique. Mais ce temps en laboratoire, ça a pris beaucoup de temps, pratiquement un mois et demi. J'ai fait de la documentation en même temps. Et il y avait toujours les oufs à côté qui influent continu. Donc là, c'est plutôt 2 jours par semaine. Il y a toujours à checker l'équipe et à faire des ping-pong pour installer de nouveaux décors, faire des checks avec l'équipe. Ça a été validé en termes de nouveaux assets, si ça rend bien dans Unity. Est-ce que le pipeline est bon aussi si on veut tester de nouvelles choses? Parce que justement, les oufs, ça sert aussi pour le pipeline. Comme ça fait 3 ans qu'on est dessus. En fait, c'est une constante évolution du pipeline et on se sert des oufs pour ça. Le pipeline qui est créé par Nathan Giraud, mais qui est aussi par l'équipe de dev, c'est Pouli, qui est vraiment fait Made Data et qui serait open source accessible à tous et qui vraiment est assez important de remettre en question pour nous côté Unity. On a des développeurs qui vont faire des outils à l'intérieur d'Unity, mais aussi on pense en extérieur d'Unity pour faire des points avec l'auto-logiciel. Du coup, il faut driver un peu tout ça en parallèle. Donc ça, c'est plus ma deuxième casquette, c'est que je vais essayer de mon domaine de faire pont avec les développeurs. Donc c'est pas vraiment la production, mais c'est plutôt un suivi de comment améliorer les conditions dans le métier. Parce que l'animation dans Unity, elles sont brutes. On pense faire de rendu brut, pas juste de l'interactivité du jeu. Là, c'est très jeune en fait dans l'animation, on est très peu studio à le faire.
D'ailleurs, je crois que les oufs sont vraiment la série on fait le plus de minutes, c'est nous qui avons fait ça en plus grande Ouais. quantité. Mm. Et après, en termes d'encadrement de plusieurs projets, c'est vrai qu'il y a toujours comme des projets vivent. Parfois, il y a souvent 10 projets qui sont développés. Ça attend à ce qu'il y en ait un ou deux qui aillent jusqu'à la fin de Ouais. la production. Donc souvent, c'est voilà, une recherche graphique, d'abord 2D, puis après des tests 3D en pause, puis après une image, comme je vous ai montré, plus de référence, puis après on passe à un plan de détail, puis un teaser, puis un pilote, et enfin, si c'est validé, en pilote, si c'est validé, il y a la série qui se lance. Une saison en général. Et nous, moi, je peux balancer d'une étape à l'autre, d'un projet à un autre. Mm. Ça peut être assez... il y a des périodes où ça peut être très rush, où je peux faire 3 prods par jour. Ouais. Je peux faire 3 prods par jour. C'est un peu compliqué pour les producteurs d'estimer en termes de temps. Alors, j'ai fait 1 heure par-ci, 3 heures par-là, et c'est vrai que Ouais. c'est une autre question en termes de répartition. Mais en même temps, c'est ça aussi de superviseur, c'est aussi d'avoir du recul sur toutes les prods et essayer de donner son avis. Grâce à mes 3 ans justement d'un studio, je peux maintenant le transmettre plus facilement l'expérience pour éviter de refaire les mêmes erreurs grâce aux documentations que j'ai pu créer justement pour de la recherche. Et de pas, par exemple, on est encore en train de refaire du tool shading. Enfin, on va pas refaire plus zéro. Je vais laisser, qui est avec nous, Margot Day, qui est Isard, qui fait de la recherche en ce moment, et je vais laisser un peu toute sa autonomie dessus. Mais après, je vais lui donner toutes les documentations pour qu'elle puisse comparer et voir son raisonnement à elle. Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant que technicienne, est-ce que c'est correspondant avec ce que j'ai fait moi? Est-ce que ça vous ouvre d'autres portes? Ou au contraire, est-ce que c'est bloquant? Et du coup, autant avancer et reprendre ce qui fonctionne. Au sein du studio, toi, comment ça fonctionne en fait? Est-ce que tu es employé du studio ou est-ce que c'est un statut comme les gens qui travaillent en animation, petit peu intermittence, tout ça? Comment ça marche de ton côté? Bien, depuis octobre, je suis en CDI, mais j'étais intermittent pendant 3 ans. Sachant que j'étais intermittent temps plein, 35 heures, 3 ans complets, avec les vacances que je prenais un peu comme un intermittent peut le prendre, mais de manière raisonnable. Donc en fait, autant dire que j'étais en timing de CDI, mais pas en CDI. Normal, quand on a un petit studio, c'est compliqué de se projeter, donc l'intermittence permet ça. Ce qui est du coup un peu différent du monde du jeu vidéo, où on a tendance à avoir des CDD, CDI, ou beaucoup de freelance. Du coup, c'est ça qui est un peu compliqué de faire des ponts entre le jeu vidéo et plein de jeux vidéo et les personnes d'animation. En fait, ils ne sont pas forcément les mêmes. Quand on embauche des personnes qui aiment le jeu vidéo, souvent c'est CDD. L'intermittence, c'est pas intéressant pour tout le monde. Mais on est principalement en intermittence, notamment en animation, le storyboard, la partie direction artistique et tout ça. Beaucoup des employés sont intermittents. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur la partie, on va dire, dose de travail? Est-ce que c'est du stress, de la pression à gérer aussi? Est-ce que tu arrives à concilier le fait de faire aussi des projets autres à côté de ton côté si tu développes des trucs et ce métier-là, un peu toute cette partie-là? Alors c'est vrai que j'ai la chance, sans prêcher pour ma paroisse pour autant, mais l'équipe de l'animation est assez très à cheval sur le fait que faire des heures supplémentaires à gogo et s'épuiser, c'est pas une solution, surtout que c'est pas réaliste par rapport à l'estimation d'un futur projet. Ça n'est pas tenable dans le temps, donc ils sont on est assez encadrant sur ça et assez transparent. Donc effectivement, il y a des moments où il y a des coups de rush, on va pas se mentir, quand on a n'importe quelle production, mais il va y avoir des moments où il faut bien rendre des images à une certaine date, il y a des dates deadline, et parfois il y a des couacs, il y a des problèmes techniques qui nous prennent du temps, qui n'étaient pas anticipés, notamment une machine qui va casser un projet, par exemple, Unity, ça peut arriver, il y a des problématiques qui vont être cassées, il va falloir le débugger, ça va perdre une journée ou deux. Parfois, il faut reprendre des anciennes versions et retravailler, donc ça va faire des choses qui ne sont pas prévues. Mais en termes de charge mentale, en général, comme j'ai toujours été dans un rythme étudiant où j'ai pas perdu, toujours avec plein de cours en parallèle, avec plein de projets à rendre, en fait, j'ai jamais perdu ce rythme. Et du coup, je me suis tenu quand j'étais entre mes études et Dada, parce que j'ai été embauché à Dada en avril, mais j'ai arrêté en septembre avant. De Covid. Donc moi, ça m'a pas trop changé parce que j'étais déjà chez moi. Mais du coup, j'avais déjà continué à produire et à scanner à la chaîne, fabriquer des personnages, faire du rendu, faire de la modé, faire des lighting. J'ai toujours été avec une petite casquette et je pense aussi un peu c'est une angoisse de ne pas être à jour dans mon travail. Ça, c'est plus moi qui mets la pression tout seul, c'est me dire si je suis trop spécialisé, est-ce que je vais réussir à tenir dans le temps? Sauf qu'avec Unity, c'est un logiciel, est-ce qu'il va être encore sur le marché dans 5 ans? On ne sait pas. Donc c'est mon côté un peu qui a peur de ne pas être à jour, mais heureusement grâce au côté laboratoire, recherche qu'il y a à Dada, je
peux me mettre à jour un peu avec Quentin, justement, qui passe beaucoup d'actu, à jour sur les dernières sorties en date de techno. Et du coup, c'est mon côté un peu rassuré. Et justement, l'équipe est très à l'écoute sur le fait que tout n'est pas possible et réalisable sur demande, pas leur expérience. Et du coup, quand je dis, ça, c'est pas possible, des fois, on me dit que, l'a fait il y a 20 ans, peut-être que t'as pas eu la bonne démarche. Ah bon? Parce que je connais pas forcément tout. Forcément, je suis idole, mais je connais pas toutes les expériences qu'ils ont fait ou pas. Et donc, il y a un ping-pong comme ça entre leur expérience de terrain de plusieurs années et moi qui, du coup, est plus dans le flux junior, qui est un peu plus dans la quantité et la boulimie de l'image et de l'information, où peut-être pas être spécialisé et très bon dans un domaine, peut-être moyen partout. Là, je pense que je me définis comme ça, je suis un bon moyen. J'imagine que c'est généraliste, c'est un peu ça, quoi. Ça. Vu qu'on touche à tout, on peut pas être expert dans aucun des domaines, mais on doit en savoir assez partout, un équilibre à trouver, quoi. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'avec l'équipe, on a bien sûr, on a des personnes qui sont très spécialisées dans l'animation, dans le texturing, modeling. Et du coup, parler avec ces personnes-là, en tant que généraliste, justement, je connais les étapes et je peux parfois donner, soit apprendre de ces personnes, évidemment, souvent elles sont spécialistes, donc elles ont plus d'expérience que moi, mais aussi parfois donner d'autres tips en disant, mais non, mais vous ne s'occupez pas de ça, moi je peux m'occuper en aval, tu vois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de faire telle ou telle chose. Moi, je peux l'anticiper plus tard. Au contraire, t'aurais pensé comme ça parce que j'ai vu un autre truc. Enfin, voilà. C'est un peu cette casquette qui est intéressante. Après, il n'y a pas de bonne casquette dans la production, mais voilà. C'est un peu mon profil où la pression, je veux dire, dans mon travail dans les studios, où j'ai pas expérimenté assez le profil intermittent, je l'ai pas exploité à fond. Et enchaîner pas passé d'un truc à un autre tous les 6 mois à changer de studio, etc. Moi non plus. Ça, y avoir la pression, mais je pense que je suis pas un très bon à mon profil intermittent parce que j'aurais eu trop de pression à me dire il faut que je sois dans l'actu du marché du travail, il faut que je sois toujours aux aguets et même entre deux périodes, il faut que je sache dire non aussi, il y a des productions et que je sois pas à compenser un peu en mode bon ok je vais prendre juste pour faire mes heures. Enfin, je sais pas, je sais que beaucoup de personnes arrivent à gérer ça, moi j'ai peut-être pas assez de confiance en moi pour ça. Et ça tombait bien, le timing d'Ada était très bien pour ça. Ouais, c'est ça, parce que là, finalement, tu peux faire plein de productions différentes, plein de styles, plein de façons de faire et tout, au sein du même studio. Donc, c'est quand même un truc assez je sais pas si c'est rare, mais probablement, tu vois, de pouvoir toucher à autant de productions tout en étant dans la même boîte. À mon avis, c'est pas si courant. Pour finir, justement, est-ce que tu voudrais parler de cet événement-là, parce que c'est un événement qui arrive chaque année, Caramove, qui est en gros un événement pour faire de l'animation tous ensemble. Et voilà, on va en discuter un petit peu. Et en fait, c'est un projet qui a... Alors, je fais partage de en même temps. Ouais. C'est sa 8e édition et dont les inscriptions se finissent le 31 janvier. Ça se passe au mois de février. C'est tous les ans, on a déjà pas mal d'éditions, des affiches. Et l'événement, en fait, le but, c'est de faire des mélanges entre des professionnels et des étudiants et des amateurs de l'animation. Et ça se passe à la fois sur place et à la fois, et à la fois en ligne, donc tout le monde peut participer. Discord, exactement. À la fois sur Discord en ligne avec des vidéos et des rencontres et sur place. Et ceux qui sont sur place peuvent un peu travailler en amont sur Discord. Et le but, c'est de faire un cadavre animé, c'est-à-dire qu'on a vraiment des groupes formés sur questionnaire. Alors, soit vous venez entre amis, soit entre camarades de classe, soit on mélange grâce à un algorithme qui est développé en interne de Dada. Et grâce à notre équipe, on mélange en fonction des techniques d'animation souhaitées, 2D, 3D, stop motion, peu importe. Il y a même qui font de la prise de vue réelle, mélangée avec la pixelation. Et donc, ces groupes-là font 10 secondes d'animation à partir d'une séquence musicale, on va découper en amont, une musique originale, sur le thème. Et chaque année, il y a un thème phare. Cette année, c'est minuscule. Là, ce que je vous montre, c'est cosmique. Et justement, ce projet, à la base, c'était quand j'étais étudiant. Et j'étais à Saint-Geneviève, il y avait une groupe précédente qui faisait le carrefour d'animation, où je l'ai moi-même fait à Châtelet-Léal, lors du forum des images. Et j'ai toujours aimé ce cadavre ski parce que c'est vraiment un moment un peu une jam d'animation, donc on se jam avec la musique, vraiment faire une sorte de bout à bout où chacun récupère ce qui s'est passé avant, etc. Et c'était ce côté qu'il y avait avec une image de référence au carrefour d'animation d'un ou une artiste. Nous, on a plus laissé ouvert on a un thème, faites-vous plaisir, mais discuter avec le groupe d'avant et d'après pour faire les transitions, c'est intéressant. Et si vous voulez manger entre pros ou étudiants, vous pouvez, et puis vous faites plaisir. Si vous faites de la 3D dans vos études, vous faites la stop motion pour le coup, c'est le moment. Si vous faites la 2D, alors que vous faites toujours la 3D dans votre formation, c'est pareil. Et en fait, on n'attend pas forcément la qualité, mais des échanges et se faire plaisir et apprendre. Et à la fin, la qualité est quand même là, parce qu'il y a
il y a une variété de façons de faire, de style et tout ça. Et c'est donc j'avais pas l'info que les groupes se parlaient entre eux. Je pensais que c'était vraiment juste bah voilà, on sait qu'on a 10 secondes à faire et qu'ensuite c'était comme ça. Donc il y a vraiment une volonté de cohérence entre la dernière image, la première image du suivant, etc. Et en mesure du possible, oui, on encourage tout ça fortement ça. On fait souvent des vidéos 2 fois dans la semaine avec les équipes à distance Mhm. pour qu'ils fassent une transition, une discussion. Et dans les salons Discord, on a aussi moyen de discuter avec le groupe d'avant, le groupe d'après, voilà, on a fait un storyboard, voici la dernière image qu'on a en tête. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Est-ce qu'on fait un volet ou est-ce qu'on fait une explosion et puis ça raccord? Ou alors il y a un œil qui se ferme et on reprend la suite. Ça peut être un fond noir quand on n'a pas le temps, parce que souvent c'est le problème d'un marathon d'animation, c'est Ouais. tout ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a toujours un décalage. Mais de plus en plus, on a développé un système de mentorat aussi. Si ça peut t'intéresser d'ailleurs, ce serait chouette. Mais est-ce qu'il y a Ouais, des personnes pourquoi intéressées? pas. C'est des personnes qui seraient là pour débloquer un peu la partie technique pour que ce soit une expérience vraiment fun et qu'il n'y ait pas de. Parce que souvent, les personnes utilisent des logiciels différents. Même s'ils Mhm. font la 2D, ils peuvent faire Calpeg, comme ils peuvent faire T-Paint, comme ils peuvent faire Ouais. Mood Harmony. Et c'est vrai que faire des ponts pour Create et faire des ponts entre tout ça, ça peut être aussi intéressant. Et surtout avoir des regards de réalisateurs ou de techniciens intéressants pour ça. Et On a surtout, le club. c'est assez long comparé à d'autres défis qui existent où ça dure une journée, 2 journées ou des choses comme ça. Donc là, c'est quand même sur plusieurs jours. Donc il y a un côté, comment dire, c'est assez long pour qu'il y ait une vraie production qui s'organise en quelque sorte, je trouve. C'est Ah plus oui, long en ligne que sur place de ce que j'ai vu des alors, dates. bah, du coup, oui, non, ça peut. En fait, ceux qui sont sur place peuvent commencer en ligne. Parce D'accord. qu'en fait, sur place, on privilégie les personnes qui font des équipes 3D et stop motion. Parce que il vaut mieux avoir un tournage pour être en équipe, c'est plus simple en Oui. stop motion. Alors qu'en ligne, enfin, à moins d'être en commun et de se raccorder, c'est déjà arrivé. C'est un peu plus compliqué. Et la 3D, c'est pour la question de fichiers à se partager. Ça peut être plus Mhm. compliqué aussi d'avoir Internet et pas toujours un bon débit, des formats très lourds. On privilégie ça. Souvent, on a un tiers des équipes qui sont sur place, on prend à peu près Ouais. 25 à 30 personnes, et 2 tiers des équipes qui sont en essentiel, 60 personnes. On arrive à peu près à 80 à 90 personnes de chaque année. Donc c'est quand même Beaucoup d'habitués. c'est assez gros comme événement et quasiment 100 personnes. Ça doit Mm. être un sacré truc à gérer aussi. Et donc là, donc, bah, évidemment, je mettrai le lien vers le site et tout ça en description. Donc il y a une petite participation à payer, que ce soit en ligne ou sur place. Mais c'est, bah, en tout cas, je trouve que c'est vraiment accessible pour ce genre de défi-là. Et c'est justement ce dont je parlais dans une vidéo il y a pas longtemps, avec le défi Animite que j'avais fait à Lyon en septembre. Et en gros, c'était un peu comme ça, mais en ramassé sur 2 jours. Et donc il y a vraiment ce côté, faire un peu ce que tu disais aussi au début, faire des projets courts qui sont à la fois assez durs pour être des défis, mais en même temps, on se base un peu sur ce qu'on sait faire pour avoir chacune la force dans le groupe et tout. Et ça fait des micro-productions qui fait qu'à la fin, on peut même s'en servir pour une démo, des choses comme ça. Enfin, on Exactement. se force à faire un vrai truc en peu de temps et c'est vraiment super important, je trouve. Et bien souvent, les profs par moi, pour avoir fait l'expérience en tant que junior, même si, encore une fois, là, j'ai un regard et on m'a écouté, c'est vrai qu'il y a une réalité de terrain qu'il faut répondre à une production. Mm. Notre côté artistique est un peu, en tant que junior, mis de côté. Là, c'est l'occasion pour des juniors ou des middle, même des seniors, l'occasion de créer chez eux parce qu'ils ont justement leur journée dans les pattes, Oui. de souffler un petit peu et de refaire de la création et refaire de l'expérimentation technique. Enfin, j'arrête pas de répéter ça, mais je trouve que c'est Bah, c'est un peu libérateur le pour truc, ouais. plein de productions. Parce que même quand on est étudiant, on a tendance à rester dans une. Quand on fait un choix de formation, parfois il y a des cours où on aimerait l'approfondir, où on n'a pas l'occasion lors des cours de faire ça. Mm. Bah, c'est le cas aussi parce que j'ai eu des amis justement qui ont participé et qui pensent que la 3D maintenant. Moi, j'ai participé au Caramove plusieurs années, mais qui n'ont jamais fait d'animation de leur vie. Et c'est maintenant qu'ils sont en école d'animation. Ils vont Ouais. parler de critique. Alors voilà, donc on est ouvert à plein de personnes qui ont au moins des notions de l'image animée. Mm. Mais dans le questionnaire, on demande justement est-ce que c'était plutôt amateur ou plutôt professionnel. Et on a 5 niveaux de personnes qui se sentent en confiance Ouais. avec leur métier. Et on mélange des professionnels et des amateurs, enfin des personnes qui débutent comme ça. Comment ça se passe sur place justement, vu que ça dure plusieurs jours et tout? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir là-dessus? Alors bah, sur place, c'est à Beson, en 95. Mm. C'est au pont de Beson sur la ligne T4. C'est de 10h à le vendredi, samedi, dimanche. Là, en l'occurrence, le 23, 24, 25 février. Et voilà, sur place, les gens se rencontrent. Ils viennent et ils fabriquent, parce que souvent, ils vont discuter à l'amont, savoir qui fait quoi.
de leur inspiration. Mais dès le début, hop, dans le vif du sujet, bonjour tout le monde, on vous parle de projet, c'est cool que vous soyez là. Et puis, on se connaît déjà, on s'est déjà parlé dans la semaine, donc allez, on y va et on mange des pizzas le soir et puis on bosse, quoi. Enfin, et jusqu'à 23h le soir. Après, on se retrouve le lendemain, ceux qui veulent faire une voiturage ou voilà, pour les personnes qui sont pas sur Paris, on a un serveur Discord pour pouvoir loger temporairement et pouvoir bosser la nuit pour ceux qui veulent vraiment faire à fond le week-end. Et le rendu, c'est le dimanche midi. Et moi, je fais le montage dans la foulée. Dès samedi soir, d'ailleurs, les équipes à distance, je leur demande de le donner le samedi soir pour que je fasse le montage de la nuit, pour qu'ensuite, le lendemain, on rajoute les équipes sur place et que j'exporte dans la foulée avec un template. Ok. Je crois qu'on va avoir un partenariat cette année avec Autograph, qui est gère Left Angle. Donc, je connais François Garçard, qui est un nouveau logiciel de compositing. Donc, cette année, on va faire un partenariat pour faire gagner peut-être une licence pour les personnes qui sont intéressées pour ce profil qui permet de faire du compositing, du montage d'une autre manière, du After Effects ou du Nuke. Et donc, là, cette année, c'était un peu court parce que je ne papa, donc ça fait un peu beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas eu le temps de me former à fond dessus, mais grâce à Dada aussi, il y a un partenariat où je peux me former aussi à Dada. Il y a un pont qui est fait. Dada est partenaire aussi, donc pour notamment le montage du making-of, il va avoir une partie pour pouvoir faire le montage propre. Oui. En gros, ils sont sur place, c'est voilà, making-of tourné, des gens qui rigolent, un petit... À la fin, il y a une projection, parce que c'est un partenariat avec le festival Image par Image, qui se passe tout le mois de février. Et il y a une projection de long métrage dès le dimanche, avec en amont, bien sûr, le Caramove qui est monté avec le son. On a le montage du Caramove qu'on voit 2 fois, puis un long métrage en avant-première. Je ne spoil pas pour l'instant. Oui, ok. Il y a vraiment des tonnes de trucs. Il y aura des liens vers tout ça et voilà, je pense que ça peut intéresser du monde, justement. Et tout est synthétisé sur la page. Et dans tous les cas, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que ce soit via des événements comme ça ou pas, faire des projets courts, c'est vraiment un truc super important de pas se lancer. Enfin, souvent, c'est un peu, moi, je vais faire, j'en sais rien, ma grosse série de fantasy que j'ai envie de faire, machin, avec des trucs de fou. Et c'est pas forcément la bonne idée pour commencer à faire des projets. Donc, vraiment, un truc comme ça, même si on le fait pas dans un événement physique, ça peut être à distance, comme c'est possible là. Enfin, trouver un moyen, en gros, de faire un truc en groupe et de voir un peu comment ça marche et de trouver là où on est bon, là où on n'est pas bon, et tous ces trucs-là, quoi. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler de ton travail. Je mets bien sûr les liens à la fois vers Dada Animation, vers le Caramove, etc. Et voilà, au plaisir de refaire une autre vidéo un jour, peut-être, sur d'autres sujets, d'anime, d'autres choses, voilà. Merci beaucoup, Benjamin, c'était un plaisir, en tout cas, d'avoir vu cette expérience avec toi.